Merci Monsieur le Président, merci à la Maison de la Fondation de la Chimie de nous avoir offert cette occasion de présenter ces travaux. Alors je vais enchaîner avec la question de la science au service des œuvres d'art et de leur restauration et remonter un tout petit peu dans le temps par rapport à l'intervention de Pascal Liévot. Parce que cet usage de la science s'inscrit dans un mouvement historique qui commence avec la révolution scientifique de la fin du XVIIIe siècle, les découvertes de Lavoisier, les premiers essais de nomenclature moderne, on en a parlé un petit peu, la naissance de la chimie élémentaire, développée au XIXe siècle par Alexis Mendeleïev, dont la table sert toujours de point d'appui, bref, avec ce qu'Alexandre Koyré appelait la synthèse newtonienne. Lorsque les académies et les chercheurs de ce XVIIIe siècle se passionnent pour la redécouverte des techniques antiques, comme celle de la peinture à la cire, et que la chimie devient un auxiliaire de la création et de la restauration des œuvres d'art, on peut dire que la voie s'ouvre vers ces applications dont nous avons évoqué bien des aspects ce matin, de la science à l'art, et nous allons continuer évidemment pendant toute cette journée. Ce mouvement rend possible une approche matérielle des œuvres, préparée par les antiquaires de cette époque et renforcée par le connoisseurship. C'est cette approche matérielle de l'œuvre artistique et architecturale qui prévaut encore aujourd'hui et qui a prévalu lors de la création des groupes de travail évoqués par Pascal Liévot, mais aussi par le général Georges Lain, autour des matériaux du patrimoine, le bois, le métal, etc. Jean Chaptal, avec la chimie appliquée aux arts en 1807, qui tente d'établir des principes généraux à l'usage des artistes et des manufacturiers, ou Louis Pasteur, plus connu du grand public évidemment pour ses travaux sur la rage, mais qui devient en 1860 le premier titulaire de la chaire de physique-chimie appliquée aux beaux-arts, sont autant de jalons sur ce parcours. Un point intéressant, la formation médicale initiale de nombre de ces chercheurs, l'impulsion qu'ils ont ainsi donnée au laboratoire de recherche, présents par ailleurs dès les XVIIIe siècle, se traduisent encore chez leurs successeurs par l'omniprésence d'un vocabulaire médical, présent par ailleurs dès les XVIIIe siècle pour évoquer ce nouveau regard porté sur les œuvres. Et la restauration de Notre-Dame, dans ce grand mouvement qui a porté tant de chercheurs et tant de personnes à son chevet, est un acte de réparation, parfois chirurgicale, on appelle là ça la restauration, mais qui est à la fois matérielle et symbolique. Donc, comme l'a dit Pascal, si le titre de Pascal Liévot, le titre de cette présentation pouvait paraître plaisant, jouant sur les mots et confondant matériaux et humains, chimie et alchimie, en fait, ce jeu de mots n'est pas tout à fait innocent dans le contexte. L'incendie de Notre-Dame convoque un des éléments essentiels aussi de la pensée alchimique, le feu. La cathédrale a subi l'épreuve du feu et de la combustion, réaction chimique complexe, peut-être la réaction chimique par excellence, force transformatrice par excellence encore de la matière, en mal mais aussi en bien. C'est aussi une puissance symbolique, et certaines des interprétations de l'événement ont parfois été inspirées par la dimension mythique que peut représenter le feu, celui du ciel qui s'abat et qui frappe. On retrouve donc dans l'incendie du 15 avril certains des éléments fondamentaux de la pensée alchimique. Le feu, le métal, le plomb, dont on a beaucoup parlé, qui a fondu, qui ne s'est pas transformé en or, quoi que l'on puisse s'interroger quand on voit la générosité des donateurs, mais aussi aux sommes investies pour favoriser la recherche par le CNRS et le ministère de la Culture. Tout jeu de mots mis à part, rappelons quelques faits et éléments. Chimie et physique sont partout dans les études en vue de la restauration de Notre-Dame et dans les projets de recherche qui se bâtissent pour et à partir de Notre-Dame. Je n'esquisserai ici que quelques pistes complétées par les interventions particulières. Je passe rapidement sur des images que vous avez déjà vues. Le feu a provoqué de nombreuses altérations chimiques de matériaux en présence, accompagnées aussi d'altérations physiques et mécaniques, comme le montrent les changements d'aspect et de couleur de la pierre, sur lesquels des phénomènes de rubéfaction ont entraîné des modifications de couleur parfois importantes. L'incendie a provoqué la perte de la couverture en plomb de Notre-Dame, ce métal fondant à 360 degrés, d'où d'importantes coulures et concrétions spectaculaires de ce métal à travers les trous de Boulin, et qui d'ailleurs rappelle ce que Victor Hugo prophétisait dans l'incendie qu'il décrit dans Notre-Dame de Paris. Mais aussi sa transformation en oxyde, sous forme de microbilles transportées par les fumées. Ces derniers se sont déposés sur tout l'intérieur de l'édifice, et le général Georges Lain y a fait allusion, et doivent être enlevés pour rendre une cathédrale saine, propre et beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse aux fidèles et au public. Ces plombs sont venus s'ajouter à des plombs plus anciens, dus à la pollution automobile ou à la saleté produite par l'activité au sein de la cathédrale, ou encore parfois à des peintures au plomb, usées,
Et je vous montre sur cette image la différence entre les microbilles issues de l'incendie et des petites plaques qui sont en réalité des résidus de peinture au plomb qu'on a longtemps utilisés, vous le savez, usés, grattés et qui restent dans l'édifice à l'état de traces. Le traitement des peintures murales, qui sera évoqué dans sa double dimension technique et scientifique ultérieurement, montrera le gain important de luminosité et de clarté qui en découlera. Et il en va de même des vitraux, qui feront l'objet d'une campagne de nettoyage, sinon de restauration, mais qui vont là aussi redonner beaucoup de clarté. Le nettoyage des différents matériaux concernés, le métal des grilles, le bois du mobilier, les peintures murales, les vitraux, la pierre, doit respecter le matériau patrimonial original. Comprendre les interactions entre le plomb et ces différents matériaux a été au cœur des protocoles de nettoyage, mais aussi au cœur d'une étude, le général Georges Lain y a fait allusion, qui est menée à l'heure actuelle avec le domaine d'intérêt majeur d'Île-de-France, tandis qu'une autre étude en cours avec le LESU, le laboratoire environnement et système urbain, de l'école des ponts et chaussées, s'intéresse effectivement à la lixiviation du plomb, autrement dit son lessivage, pour mieux évaluer les risques que cela représente. Dans certains cas, par ailleurs, ce plomb a fusionné avec la pierre, créant ici, donc, des éléments, des traces de polychromie de bouche-port blanc plombifère. Donc le plomb, il était partout déjà dans la cathédrale. Voilà à quoi cela va ressembler. Vous voyez la différence de clarté, hein, une fois nettoyé. Et le plomb a fusionné avec la pierre, créant un phénomène que l'on appelle la pseudomorphose, étudié par Véronique Vergès-Bellemin du laboratoire de recherche et qui a véritablement transformé, créé une nouvelle matière en fusionnant en quelque sorte la pierre et le plomb. L'eau utilisée par les pompiers, mais aussi l'eau du ciel qui a continué à pénétrer dans la cathédrale tant que l'échafaudage initial, tordu et soudé par le feu, n'avait pas été enlevé, a altéré lui aussi les pierres, les mortiers et les autres matériaux. Donc, lors des nettoyages, il convient de ne pas surajouter de réactions chimiques, d'où le soin extrême apporté aux produits qui sont utilisés et aux techniques qui sont utilisées pour ce nettoyage, afin de ne pas apporter de sel supplémentaire, par exemple, à des matériaux qui ont déjà été mis à mal par l'eau et le feu. Donc, les scientifiques qui se sont portés au chevet de Notre-Dame se sont trouvés confrontés à des altérations de nature diverses. C'est pourquoi Notre-Dame a vu se développer, au sein des 9 groupes évoqués en introduction, des recherches liées à la formation des sels, aux modifications de la pierre sous l'action du feu. L'analyse des mortiers et de leur composition relève à la fois du constat d'état sur la cathédrale. On ne peut pas reconstruire sur des mortiers trop abîmés qui seront fragilisés, et de l'histoire des techniques constructives. Quel type de matériaux a-t-on utilisé par le passé, quelle épaisseur par exemple pour ces mortiers et des matériaux du bâti, mais aussi des questions liées à la restauration et à la sécurité. Ces mortiers, donc, par exemple, appartiennent au passé, ont fait l'objet de beaucoup d'études, mais engagent l'avenir aussi. Les bois calcinés de Notre-Dame constituent à certains égards une manne pour les chercheurs. On aura l'occasion d'en reparler dans les différents ateliers de cet après-midi. On peut souligner au passage l'importance de la documentation matérielle à conserver et le soin qu'il faut leur apporter. Lors d'une campagne menée dans les années 1990 par l'équipe de Georges Noël Lambert, les carottes dendrochronologiques réalisées à cette occasion ont été déposées à Bibracte et vont pouvoir être analysées sur nouveau frais. C'est aussi une démarche très importante de pouvoir réinterroger des échantillons anciens en leur posant de nouvelles questions, l'histoire évoluant, et d'autre part de les analyser avec d'autres techniques qui évoluent aussi très rapidement dans ce domaine, et comparer à celles qui vont être faites sur les poutres calcinées nouvellement tombées pour constituer un vaste tableau de l'origine et des datations possibles de ces chaînes de Notre-Dame. Et des études isotopiques, des allusions y ont déjà été faites, sont également prévues permettant de comprendre d'où viennent ces chaînes, de connaître le climat dans lequel ils ont poussé, les conditions de leur sylviculture, et donc de joindre la science pure et dure et l'histoire de l'approvisionnement en chaîne, l'histoire de la construction de la cathédrale, comme l'a dit Pascal Liévaux, ce sont des domaines de la science, des sciences du patrimoine. Le métal n'est pas en reste,
L'incendie a transformé la cathédrale en écorché, faisant apparaître de nombreux éléments structurels qui étaient dissimulés et auxquels on n'avait pas accès jusque-là. C'est le cas des agrafes de Notre-Dame, dissimulées par exemple dans les murs bahus, et qui font l'objet d'une étude métallographique. Maxime Lhéritier en parlera cet après-midi, ce qui permet, là encore, de confirmer des datations. Et grâce à l'analyse des produits de corrosion métallique liés à l'incendie, par exemple, grâce au raman, de confirmer la présence d'hématite, qui n'apparaît qu'à très haute température, et par conséquent de mieux comprendre la cinétique de l'incendie, de mieux comprendre les températures atteintes. Donc, l'analyse des métaux, c'est aussi l'analyse des plombs de scellement, par exemple, ceux des agrafes des murs bahus, j'en ai parlé, ceux des fenêtres hautes du chœur, et en fait, près de 400 plombs de construction de Notre-Dame vont être mis en évidence, vont être étudiés dans le cadre de ces études, qui vont permettre de signer des phases de pose distinctes, de comprendre l'évolution des sources d'approvisionnement, là encore, et les mélanges de matières, notamment le recyclage des couvertures. Donc, les différents intervenants de ce colloque vont développer ces points, enrichir ce survol introductif, qui est très bref et très rapide. Et il est bien sûr regrettable qu'il ait fallu l'épreuve du feu et de se creuser forcément douloureux pour l'ensemble de la communauté et du monde entier, pour que toutes ces bonnes volontés s'associent de façon tout à fait unique et originale, je crois que ça a été souligné déjà par mes prédécesseurs à ce micro, afin de mieux comprendre et œuvrer à la restauration de Notre-Dame. Et vous voyez le coude à coude que représente ce travail de tri qui a été évoqué à plusieurs reprises, les conditions, effectivement, dans lesquelles les gens ont travaillé sur le chantier et continuent, dans bien des cas, à y travailler quand il y a des émissions de plomb. Mais c'est aussi ça, l'alchimie de ce chantier, et c'est aussi ça, le chantier de restauration de Notre-Dame. Voilà, je vous remercie de votre attention.